Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je dis un bonsoir, un bonjour particulier à mes chers abonnés, ceux qui nous ont fait confiance en s'abonnant à cette page. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que sur cette page, et si c'est la première fois que nous nous rencontrons, sur cette page, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de tout ce qui touche à l'histoire des relations internationales à partir de l'Afrique. Et c'est l'occasion pour nous de dire que nous avons déjà assez d'éléments sur le parcours que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est de faire le tour de l'actualité. Donc, si vous voulez comprendre le tour de notre actualité aujourd'hui, une semaine après la CAN en Côte d'Ivoire, à qui nous avons bravo la Côte d'Ivoire qui a remporté, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, c'est de partager, de cliquer sur la notification pour voir les prochaines vidéos que nous allons faire. Et surtout, n'hésitez pas à nous préparer un commentaire, nous poser des questions ou de susciter des thèmes sur lesquels on pourrait apporter notre analyse. Donc, sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est faire le tour de l'actualité africaine. L'actualité africaine a été marquée par la CAN. Et pendant un mois, on a vibré au son de la CAN. Mais pendant que la CAN se déroulait, il y a des choses qui se sont passées derrière la CAN. Dans le dos de la CAN. Et le premier jour de la CAN même, il y a une activité qui s'est passée, c'est au Burkina Faso. Et nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il a survécu à une troisième tentative de coup d'État. Et cette fois-ci, ce n'était pas seulement de le renverser, de le capturer vivant, mais c'était également d'attenter à sa vie et à celle de sa famille. Donc, nous lui disons bravo et que Dieu le bénisse. Nous lui apportons toute sa bénédiction. Et à partir de la côte du Burkina Faso, des décisions fortes ont été prises. Oui, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a dit des choses. Il a décidé de sortir de son carcan et de dire des choses. Après 2 ans de pouvoir et tout ce qu'il a dû subir jusqu'à présent, il estime que le temps est arrivé qu'il déploie par la vitesse et la force tout ce qu'il avait comme programme politique. Nous lui disons bravo. Parce que après son coup d'État, c'est hier, le 17, qu'il a décidé de prendre la parole dans un stade bondé pour dire à haute voix ce qu'il pense et ce que dans l'orientation qu'il donne de la politique du Burkina Faso et de ses relations avec les pays voisins, les pays de l'AES, dont il se sent plutôt partie prenante que la direction que le Burkina et l'AES sont en train de prendre. Donc nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré parce que le Burkina Faso est en train de marquer des pas. Après la tentative du coup d'État, il a pris des décisions importantes. Et la première décision qu'il avait prise pour sa sécurité d'abord et pour laquelle nous adhérons entièrement, c'était d'inviter des Russes. Oui, désormais, il a confié sa sécurité rapprochée aux Russes. On n'a pas encore vu les Russes se balader un peu partout, mais ce qui m'a marqué lors de son stade, de sa dernière sortie au stade à Ouagadougou, c'était le fait qu'il y avait un blanc assis à côté. Est-ce que ça pouvait être un Français? Je doute fort. Il avait un calme olympien, un calme de Russe, et puis je me suis dit, s'il y a un blanc, c'est donc ça, la sécurité qui a donc commencé. Donc les Russes ont accepté d'envoyer un contingent de 300 soldats ou de 300 mercenaires tels qu'on peut prendre pour assurer la sécurité d'Ibrahim Traoré. Nous disons bravo, parce que là, ça nous rassure, et que ce qui planifie faire pour le Burkina Faso, sur le plan de développement économique. Et il a même promis aider tous les pays, tous les peuples qui veulent se laisser dans la lutte contre l'impérialisme qui va les aider. Donc il n'est plus seulement limité à l'AES, mais il est également ouvert à tous les peuples africains qui ont besoin de soutien pour la lutte contre l'impérialisme dans leur pays. Nous leur disons bravo pour cela, parce que le capitaine Ibrahim Traoré est la principale menace des intérêts de la France aujourd'hui dans la sous-région et peut-être dans tout le pays, parce que sa vision est tout à fait différente. Il réfléchit en termes d'Africains et tout cela prend corps dans tout ce qu'il est en train de réaliser. Sur le plan économique, le Burkina Faso vient d'ouvrir une usine de traitement des déchets. De traitement des déchets. Et ce traitement des déchets, c'est la deuxième en Afrique qui le dit. Donc si vous avez des déchets, le Burkina Faso est prêt à intégrer, à importer ces déchets. Nous disons bravo. C'est comme ça que la Chine a commencé. La Chine, de 1990 à 2010, était la principale poubelle du monde. Elle achetait les déchets partout dans le monde pour venir les traiter chez elle. Et c'est ainsi qu'elle a nettoyé beaucoup de pays africains. Moi, étant encore au Cameroun, il ne pouvait plus voir un clou traîner ou des vieilles voitures qui ont fait des accidents dans des fosses
Les jeunes sont allés découper, ils ont entassé les fers, ils ont exporté en Chine, ils ont vendu. On a acheté les kilos de fer. Donc les enfants arrachaient les coups partout. Et l'Afrique a été nettoyée de tous ces métaux. Il en va de même des pièces de monnaie qui recouvraient l'or. Ils achetaient ça, qu'ils amenaient chez eux. Donc le traitement des déchets minéraux, le Burkina Faso est entré dans cette danse et nous disons bravo pour cela. C'est très important parce que ça, c'est une étape vers l'industrialisation. Les usines sont en train de prendre corps et le capitaine Traoré a promis que toutes ces usines vont prendre corps, vont ouvrir cette année. Donc, depuis 2023 qu'on a lancé et voilà. Mais où est-ce que ça a encore fait plus mouche? C'est plus du côté du Mali. Nous le disons bravo. Le Mali est en train de sécuriser son système informatique. Donc, ils ont pu, si on peut dire, pirater tous les systèmes français qui conservaient leurs données. Ils ont pu casser et trouver les mots de passe. Et ils ont récupéré toutes leurs données et sont en train de mettre à jour. Ils ont mis cela à jour. Et les informaticiens maliens, nous leur disons bravo. Ils ont fait un travail de bénévolat et ça a été présenté au président lui-même qui les a décorés. Nous leur disons bravo. Tous les pays devaient suivre cette voie-là. Donc, l'industrialisation du Mali, mais la capacité également du Mali à pouvoir contrôler son système informatique, ne piloter d'étrangers, nous leur disons bravo pour cela. Et vous voyez que le Burkina Faso qui est en train de monter en puissance sur le plan militaire, et ils disent bien qu'ils seront en 2024 une puissance militaire à craindre, tenez bien le mot, à craindre, le Mali également dans cette dynamique-là, et se plaçant donc dans la dynamique de l'informatique, le développement informatique, nous pensons que le Mali, en cette année, va faire encore plus grave. Nous attendons que d'autres pays adhèrent et que des pays deviennent souverains sur le plan de l'informatique et contrôlent entièrement leur réseau. Nous nous souvenons que c'est un Malien, Modibo Diarra, qui a contrôlé le lancement d'une NASA, qui est venu en Afrique pour vouloir aider son pays, était même Premier ministre. Mais malheureusement, les Français ne l'ont pas laissé traîner pendant longtemps. On a dû trouver les moyens pour le rapprouver celui. Mais le moment est venu qu'il revienne. Donc, nous souhaitons lancer un appel à Modibo Diarra de revenir parce que maintenant, l'espace politique, le cadre politique qui ne comprenait pas avec le sens américain, le contexte est maintenant bien pour lui au Mali et pour l'Afrique de venir s'installer et qu'on puisse lancer aussi les fusils à partir de l'Afrique. Nous le disons bravo pour cela. Bravo également au Niger parce que les présidents qui sont à la tête du peuple, qu'on pourrait appeler les petits, font vraiment de conférences de presse pour expliquer au peuple et le peuple adhère de plus en plus et accepte. Maintenant, les sanctions qu'on a prises contre les États de l'AES, au Niger notamment, est en train de se retourner. En leur coupant l'électricité, on pensait qu'on leur faisait du mal. Mais ça l'a poussé, cela les a mis au travail. Et la première conséquence, c'est sur la Côte d'Ivoire, qui est en train d'augmenter le prix de l'électricité parce que le Mali ne paye plus ses factures, le Burkina Faso ne paye plus ses parties. Ils ont coupé. Au lieu d'aller demander l'argent à la France qui leur a demandé c'est les populations qui payent. C'est le même cas au Niger. Le Niger avait l'électricité venant du Nigeria. Mais cette électricité était achetée, c'était payé. Mais maintenant qu'ils ont décidé de couper l'électricité, il y a eu des morts, des conséquences pour qu'un s'en tienne. Et ils recevaient l'électricité parce qu'ils avaient refusé au Niger de construire le barrage sur le fleuve Niger. Maintenant qu'ils ont coupé l'électricité, le Niger est en droit de construire son barrage. Avec des idées farfelues qu'on dit souvent, quand on va construire le barrage, il n'y aura plus assez d'eau. Non, en Afrique, nous aurons assez d'eau. On a toujours assez d'eau. Le barrage va se remplir, le surplus va couler par-delà et les pluies sont abondantes. Donc, le Nigeria se dit qu'il pourrait trouver une phase là pour attaquer encore le Niger. On espère voir où ça va tenir. Mais d'ici là, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de monter en puissance militaire. On estime que le Nigeria pourra tenir un conflit ou que les autres. Et pendant ce temps, dans la CEDEAO, il vient de se tenir encore un sommet, un énième sommet de la CEDEAO, où on tend le ton déjà s'abaisser, où on parle de négocier, de trouver des... Parce que quoi? Parce qu'avant la fin de la CAN, les pays de l'AES ont décidé de sortir de la CEDEAO. Et toutes les négociations sont maintenant arrêtées. Il n'y a plus de débat. Le débat, c'est fini. On est déjà sorti de ce débat avec la CEDEAO. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. L'AES a déjà coupé la CEDEAO, la fin de la CEDEAO. Parce que c'est une portion intérieure importante du territoire qui est en train de quitter donc la CEDEAO. Donc leur réunion de la CEDEAO ne concerne que eux. Ça concerne tous les pays de la CEDEAO, sauf le Mali, le Burkina et le Niger, sauf l'AES. Nous leur disons bravo d'avoir pris cette démarche-là parce qu'ils ne sont pas dans la même vision. C'est tout à fait normal. Donc, bravo à eux. Mais ailleurs en Afrique, il y a également beaucoup de choses qui se passent. En Afrique centrale, c'est plus calme. Mais le cas de l'Afrique centrale, n'oublions pas que
la lutte pour la souveraineté a commencé par la République centrafricaine. Nous allons faire des vidéos au courant de la semaine pour faire des détails, des spéciales sur la République centrafricaine. Mais ce qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est que Touadéra a fait une visite à Moscou. Oui, Touadéra a fait une visite à Moscou. Mais les conséquences de cette visite-là sont à craindre parce que là, Touadéra qui se balade un peu dans toutes les capitales du nord au sud, de l'est à l'ouest, est en très mauvaise passe. C'est un très mauvais signe. Parce que là, il ne sait pas choisir son camp. Il s'est mis du côté des Russes. Un moment, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a retrouvé sa stabilité. Et entre-temps, il passe par la France, il va aux États-Unis, il va ici, par là. Les Russes observent. Donc nous allons faire une vidéo pour essayer de comprendre, analyser, de comprendre la portée de la visite actuellement de Touadéra en Russie. Et la conséquence, c'est que ce que nous allons analyser, c'est de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un tête-à-tête entre Poutine et Touadéra. Il n'y a pas eu de tête-à-tête. Ça, c'est un très mauvais signe. Nous allons essayer d'analyser et de comprendre les enjeux d'une telle visite et les conséquences pour Touadéra. Est-ce que ce ne sera pas encore, ce n'est pas déjà sa fin qui est en train de se tirer? Parce qu'on va faire le recoupement dans l'histoire pour essayer de comprendre comment ça se passe. Les Russes ne jouent pas au chat à la souris ou ne font pas les déplacements diplomatiques comme on le fait là. Donc, nous allons voir cela. Et ailleurs en Afrique, il y a également beaucoup de choses qui se passent dans les pays de l'Afrique australe. Donc, nous allons parcourir également les pays de l'Afrique australe pour l'histoire. Mais la Russie est bien installée maintenant au Botswana et qui permet de remonter les cours du diamant. Oui, les cours du diamant sont en train de remonter sur le marché. Nous le disons, bravo. Comme de même, le cours de l'uranium est monté grâce au Niger. Le cours de l'or, notamment du diamant, grâce à la présence des Russes, est également en train de monter. Mais n'oublions pas que les usines de construction de centrales nucléaires, on a dit tantôt, en Afrique sont en train de continuer de prendre corps, effectivement. Et comme Traoré l'a dit, ça pourrait voir le jour en 2000, ça pourrait voir le jour en 2024. Et nous savons toujours qu'on commence par dire que c'est le nucléaire civil, après ça devient le nucléaire militaire, parce qu'il faut maîtriser les deux aspects. Donc, l'Afrique du Sud a frappé un coup en portant plainte à la Cour de justice internationale à Israël. Donc, on va voir la suite, même si ils n'ont pas peut-être, ça va traîner, le processus va traîner, mais au moins là, ils ont frappé un coup et l'Afrique sort comme ça de sa situation. Mais quelle sera cette portée-là? C'est tout ce que nous allons donc voir. Mais pour en finir, pour ne pas être très long dans cette vidéo, puisque c'est le tour de l'actualité, on va au courant de la semaine prendre chaque cas pour essayer d'analyser et de comprendre, ainsi que faire le bilan géopolitique de la CAN. Donc, il s'est passé également en dernière position quelque chose dans la corne de l'Afrique. Oui, le Yémen n'est pas un pays africain, mais il partage des similitudes avec les pays de la corne de l'Afrique. Les pays des États-Unis ont fait bombarder le Yémen. Oui, les États-Unis ont bombardé le Yémen et ce n'est pas fini. La zone est en train de se renforcer militairement et de façon exponentielle. Donc, le Yémen est en train de monter en puissance parce que contrôlant le pouvoir politique, ils ont besoin également de beaucoup d'argent pour financer la guerre ou pour soutenir le pouvoir palestinien. Donc, nous disons bravo et beaucoup de courage. Donc, pendant ce temps, les pays sont en train de se préparer et de provoquer, les pays d'OTAN sont en train de provoquer et de préparer des situations de tension très difficiles. Nous allons finir cette situation avec le plus gros morceau à croquer sur lequel on va venir et revenir. Ce serait le cas du Sénégal. Oui, d'un bout à l'autre du Sahel, nous partons de Djibouti pour le Sénégal. Le Sénégal a depuis peu annoncé, pendant la CAN également, a annoncé la fin des élections, a reporté les élections présidentielles. Et pour quelles raisons? On ne sait pas encore pourquoi les raisons. Donc on va essayer de voir toutes ces raisons-là. Mais souvenez-vous, quand j'ai fait des vidéos sur le Sénégal, un pays que je maîtrise très bien sur son action politique, je vous ai dit que nous soutenons Sonko. On disait bravo à Sonko. Mais au regard du comportement de Sonko au courant de ces 5 dernières années, on sentait que Sonko avait déjà mordu la maison des Français. Mais comme on n'enterre pas un Casamancé très tôt, et les Français le savent, c'est pour ça que la rébellion dure, ils savent négocier, ils savent traîner. Même comme il a dealé avec les Français, on sait ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis. C'est la raison pour laquelle on a reporté les élections présidentielles. Mais souvenez-vous, je vous avais dit, et nous allons revoir ça, je vous avais dit que Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot. Et pourquoi Macky Sall n'a pas dit son dernier mot pour son troisième mandat auquel il tient fermement? Il fallait se retourner du côté de l'Élysée. Macron avait bien dit pendant cette période de tumultude
que le troisième mandat de Macky Sall est nécessaire. Retenez bien, le troisième mandat est nécessaire parce que c'est un mandat de transition énergétique. Voilà ce qu'il a utilisé. Qu'est-ce que les Sénégalais ont à voir dans la transition énergétique en Europe pour que le Sénégal soit impliqué au point qu'on trouve un troisième mandat? Donc nous allons revenir sur ces cas pour expliquer aux gens. C'est comme ça fonctionne la France-Afrique. Mon expérience, mon niveau académique m'a permis de comprendre que quand l'Élysée, Paris, la cellule africaine de l'Élysée veut quelque chose, voilà comment est-ce qu'il procède. Donc, nous allons revoir le cas du Sénégal et revoir pour essayer de comprendre que le troisième mandat de Macky Sall, même avec les morts d'hommes, on va y arriver. Et ça va avec le cas de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout est clair. Le président Ado et ses moutons commencent déjà à venir parce que là, il va poser clairement la candidature pour un quatrième mandat. Ça, c'est inévitable. De par mon expérience, je peux déjà prédire cela. Il va poser, ils ont remporté la CAN, il est sur une bonne verve, donc il va poser la candidature, ça ne posera le problème à personne. Son bilan sur le plan du sport est clair. Il a déjà remporté 2 CAN. Mais s'il dit qu'il va demander un quatrième mandat pour la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc, personne ne va lui dire non, parce qu'il a déjà fait ses preuves. Donc nous disons bravo à tous ces pays qui sont en train de se réveiller, bravo aux peuples qui comprennent et qui n'adhèrent plus aux théories ou à la manipulation de la communication, comme disait Traoré, et qui ont compris que c'est leur peuple quels sont les enjeux. Quand ils font une vidéo, quels sont les enjeux. Donc merci pour cette vidéo et à tantôt.